Je regarde ma femme, Céline, appliquer son rouge à lèvres comme si elle peignait. Un chef-d'œuvre. Et je n'arrive pas à me défaire de l'impression que je suis sûre. Le point de devenir le pigeon de l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle se prépare pour un énième événement de networking organisé par sa boîte de la French Tech. Le genre de soirée où des cadres ambitieux sont censés discuter des prévisions trimestrielles autour de coupes de champagne et de petits fours, le genre d'événement où elle oublie toujours de mettre des sous-vêtements. Ne m'attends pas, dit-elle sans même prendre la peine de me regarder dans le miroir. Ça risque de durer très, très longtemps. Je suis assis sur notre lit. King size, dans notre pavillon de banlieue ouest parfaitement décoré, regardant la femme que j'ai épousée il y a 15 ans se transformer en quelqu'un que je reconnais à peine. La maison qui nous entoure hurle la réussite. Plan 2. Travail en marbre, parquet en chêne massif, un garage pour 3 voitures, mais elle semble aussi vide qu'un décor de cinéma. Tout a l'air parfait de l'extérieur, ce qui, dans ce quartier huppé, signifie probablement que tout est en train de pourrir de l'intérieur. Nouvelle robe, je demande, même si je connais déjà la réponse. C'est une robe noire qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un mois, et qui lui moule le corps comme si elle avait été peinte sur sa peau. C'est Arnaud qui me l'a acheté, dit-elle d'un ton désinvolte, comme si c'était une chose normale pour un patron. Il a dit que je devais être présentable pour la présentation de ce soir. Arnaud de Lussac. Son PDG, la cinquantaine, cheveux argentés, roule en Bentley et a le genre de sourire qui vous donne envie de compter vos doigts après lui avoir serré la main. Je l'ai croisé exactement 3 fois lors de soirées d'entreprise, et à chaque fois, il m'a regardé comme si j'étais un chewing-gum collé sous sa semelle. Quel genre de présentation a lieu à 21h un vendredi soir, je demande. Elle se retourne enfin, et je vois ce regard dans ses yeux. Celui qui dit que je pose les mauvaises questions. Le genre qui permet d'obtenir des promotions, Julien. Le genre qui paie cette maison est ton petit passe-temps. Boursier. Mon petit passe-temps boursier, vraiment? Le portefeuille d'investissement qui vaut plus que son salaire annuel. Mais elle appelle ça un passe-temps parce que je travaille à domicile en jogging au lieu de parader dans une tour de verre à la Défense dans des costumes à 1000 €. Une voiture klaxonne dehors. Pas n'importe quelle voiture. Je reconnais au son que c'est une voiture de luxe, un moteur qui ronronne au lieu de vrombir. C'est mon chauffeur, dit-elle en attrapant son sac à main. Pas de bisous d'au revoir, pas de je t'aime, juste le cliquetis de ses talons sur le parquet et le claquement de notre porte d'entrée. Je m'approche de la fenêtre et je la regarde se glisser sur le siège passager de la Bentley d'Arnaud. Même du premier étage, je peux la voir se pencher et l'embrasser sur la joue. Ou peut-être que ce n'était pas sûr. La joue. La voiture s'éloigne et je reste planté dans ma propre maison, me sentant comme un étranger. Si c'était un roman de Stephen King, je serais le type qui se fait dévorer par son propre chien. Au lieu de ça, je me fais juste cocufier par ma femme et son PDG. Je me sers un bon fond de whisky et m'installe dans mon bureau. L'ordinateur portable de Céline est toujours ouvert sur l'îlot de la cuisine. Elle consultait ses mails pendant qu'elle se séchait les cheveux. Elle a toujours été imprudente avec ses mots de passe, utilisant le nom de notre chien pour tout. Buster. Ce n'est pas exactement la sécurité de Fort Knox. Je ne devrais pas regarder. C'est que je ne devrais pas regarder,
mais l'appareil m'intrigue, et la curiosité me rend stupide. Sa boîte mail est une véritable mine d'or de coups bas. Professionnelle et de politique d'entreprise, mais ce sont ses messages privés qui me glacent le sang. Des messages entre elle et Arnaud, entre elle et trois autres femmes cadres, entre elle et deux vice-présidents. Ils ne discutent pas. Des prévisions trimestrielles. J'ai hâte d'être à la présentation spéciale de ce soir, a écrit Arnaud hier. Assure-toi qu'Alice et Morgane sachent quoi. Porteur. Ou ne pas porter. La réponse de Céline, c'est déjà géré. De toute façon, Julien travaille tard. Il ne fait jamais attention à ce que je fais. Il y a plus, beaucoup plus. Des photos que je ne veux pas voir, des arrangements que je ne veux pas comprendre, et tout un réseau de networking qui me retourne l'estomac. Mais ce qui m'achève vraiment, c'est le fil de discussion qui me concerne. Julien devient soupçonneux, a écrit Céline à une certaine Valérie. Alors gère-le, a répondu Valérie, ou on s'en charge pour toi. Il n'ira nulle part. Tout son portefeuille est lié à nos stock options. S'il te quitte, il perd tout. Je me recule dans ma chaise et fixe l'écran. Elle a raison, bien sûr. Quand nous nous sommes mariés, j'ai tout placé sur un compte d'investissement. Joint, lourdement pondéré par les actions de son entreprise. Ça paraissait romantique à l'époque de parier notre avenir sur sa réussite. Aujourd'hui, on dirait la décision financière la plus stupide du monde. Mais voici la vérité. Quand on est sous-estimé, cela vous donne une immense marge de manœuvre. Je fais des captures d'écran de tout. Chaque message, chaque photo, chaque petit secret sordide. Puis je commence à creuser plus profondément dans les finances de l'entreprise, en croisant les données avec les noms que je vois danser. Message. Ce que je trouve me fait sourire pour la première fois depuis des mois. Arnaud et son cercle intime ne jouent pas seulement aux chaises musicales. Dans les chambres à coucher, ils manipulent le cours des actions, font des délits d'initiés et utilisent leur petit club privé comme monnaie d'échange pour des promotions et des contrats. L'autorité des marchés financiers, l'AMF, ferait un festin de ces informations. Mon téléphone vibre. Un texto de Céline. Ne m'attends pas. La présentation s'éternise. Je vais peut-être dormir chez Valérie. Valérie. La femme qui veut me gérer. Je lui réponds, pas de problème. Je travaille sur une nouvelle stratégie d'investissement. De grands mouvements en perspective. Elle ne répond pas. Je passe les 3 heures suivantes à cartographier toute leur opération. À 2 heures du matin, j'ai assez de preuves pour tous les détruire, mais j'ai aussi autre chose. Un plan. Vous voyez, le problème avec la vengeance, c'est que ce n'est pas un plat qui se mange froid. Ça se mange brûlant, chaotique, et devant le plus grand nombre de personnes possible. Je suis encore réveillée quand Céline rentre à 4 heures du matin, empestant une eau de Cologne hors de prix qui n'est pas la mienne. Elle croit que je dors, mais je l'observe à travers mes paupières mi-closes pendant qu'elle prend une douche et se glisse dans le lit à côté de moi. Bonne présentation, je murmure en faisant semblant de me réveiller. Très productive, chuchote-t-elle, rendors-toi. Mais je ne vais pas me rendormir. Je suis totalement réveillée pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, Céline est partie avant que je ne me lève, laissant juste un mot sur un prétendu séminaire de team building pour le week-end. J'appelle mon meilleur ami, Michel l'Ours Lefebvre, un ancien flic qui dirige une agence de
Détective privé depuis l'arrière-salle d'un vieux bistrot de quartier de l'Est. Parisien qui cache une salle de boxe au sous-sol. J'ai besoin de ton aide, lui. Dis-je quand il décroche. Quel genre d'aide? Le genre qui se termine avec toi. Récupérant ta vie, ou allant en prison? Il y a un blanc. Puis le rire. Rocailleux de Michel résonne. Je vais faire couler le café. Ça sent la longue conversation. J'attrape mes clés et me dirige vers la porte, mais quelque chose me fait m'arrêter et regarder ma maison. Notre parfaite forteresse de banlieue. Avec son jardin immaculé et sa façade parfaite. Quand j'aurai fini, plus rien de tout ça n'aura d'importance. Soit je serai libre, soit je n'aurai plus rien à perdre. Dans tous les cas, j'en ai fini d'être le pigeon dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le bar de Michel, le chaos, se trouve dans un quartier que la gentrification a oublié. C'est le genre d'endroit où le café est fort, le calva est encore plus fort, et personne ne pose trop de questions sur les raisons pour lesquelles on a besoin d'un détective privé qui entretient une salle de boxe entièrement équipée dans sa cave. Je trouve Michel derrière le comptoir, en train de lire le journal et de boire ce qui ressemble à de l'huile de moteur, mais qui sent le café. Il approche de la soixantaine, bâti comme une borne à incendie, avec un visage qui en a trop vu, mais qui parvient toujours à trouver tout amusant. T'as une sale gueule, dit-il sans lever les yeux. Je me sens encore pire. Je m'assois sur un tabouret et fais glisser mon téléphone sur le zinc. Jette un œil à ses captures d'écran. Michel met ses lunettes de lecture et fait défiler les messages. Son expression ne change pas, mais je vois sa mâchoire se contracter. Après 15 minutes, il pose le téléphone et me regarde. Depuis combien de temps ça dure? D'après l'historique des messages? Au moins 6 mois, peut-être plus. Et que veux-tu faire exactement? Divorcer. Aller voir les flics avec ça? Je secoue la tête. Je veux les détruire. Tous. Je veux qu'ils perdent tout ce à quoi ils tiennent. De la même manière qu'ils ont joué avec ma vie. Michel me sert 2 verres de whisky, même s'il est à peine midi. T'es sûr de ton coup? Parce qu'une fois qu'on s'engage sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu vas devenir quelqu'un d'autre. Je suis déjà quelqu'un d'autre, je ne l'ai juste pas encore admis. Il hoche lentement la tête. D'accord, mais on va la jouer intelligente. Tu veux te venger? On joue aux échecs, pas aux dames. Et la première règle aux échecs? C'est de ne jamais laisser ton adversaire savoir que tu joues avant qu'il ne soit trop tard. Pendant les 2 heures qui suivent, Michel et moi élaborons ce qu'il appelle la matrice de la vengeance. Chaque personne du petit réseau de Céline, leur faiblesse, leur point de pression, leur secret. Michel a des contacts partout, d'anciens flics, des flics en activité, des journalistes, des hackers. Et ce qu'il appelle poliment des courtiers en information. La clé, m'explique Michel, c'est de faire en sorte qu'ils se détruisent entre eux. Tu ne veux pas être le mec avec l'arme du crime à la main. Tu veux être le mec qui les a convaincus de se tirer dessus eux-mêmes. Quand je quitte le chaos, j'ai un plan qui rendrait Machiavel fier. Étape 1, rassembler plus de renseignements. Étape 2, identifier des alliés parmi leurs ennemis. Étape 3, créer le chaos. Étape 4, les regarder brûler. Les jours suivants, je deviens un fantôme dans ma propre vie. Céline le remarque à peine. Elle est trop occupée
par ses projets et ses présentations. J'utilise ce temps pour mettre en œuvre le plan de surveillance de Michel. J'engage une entreprise pour installer des caméras de sécurité autour de notre maison, disant à Céline que c'est à cause de récents cambriolages dans le quartier. Ce que je ne lui dis pas, c'est que les caméras couvrent aussi notre allée, le porche, et la rue où Arnaud vient là chercher. Je commence à les suivre, non pas comme un mari obsédé, mais de manière stratégique, avec l'aide de Michel. Nous cartographions leurs déplacements, leurs lieux de rendez-vous, leurs habitudes. La Bentley va toujours aux mêmes endroits, le Penthouse d'Arnaud, un club privé au cœur de Paris, et une villa sur les hauteurs de Saint-Cloud qui appartient à Valérie Beaumont, la femme qui voulait me gérer. Valérie s'avère être la véritable numéro 2 d'Arnaud, une brune au regard perçant d'une quarantaine d'années qui travaille dans l'entreprise depuis ses débuts. Elle est aussi mariée à un élu local qui se présente à la mairie. C'est ce que Michel appelle un effet de levier. Mais c'est ce que nous découvrons sur Arnaud qui change tout. Le patron de ta femme a un problème, me dit Michel en buvant son café au chaos. Sa femme a demandé le divorce il y a 3 mois. Il s'avère qu'elle a engagé son propre détective privé et qu'elle monte un dossier contre lui depuis des années. Quel genre de dossier? Le genre qui implique des actifs cachés, des comptes offshore et un modèle de harcèlement sur le lieu de travail qui remonte à une décennie. Elle ne va pas juste le quitter. Elle a l'intention de le démanteler. Pièce par pièce. Je m'adosse à ma chaise. Est-ce qu'elle est au courant de la situation actuelle? Pas encore. Mais je pense qu'elle serait très intéressée de l'apprendre. Éléonore de Lussac vit dans un hôtel particulier du 16e arrondissement qui fait passer notre pavillon pour un logement social. Elle est élégante, les cheveux argentés, et a ce regard d'acier qui vient de 30 ans de mariage avec un homme comme Arnaud. Quand Michel et moi nous présentons à sa porte avec un dossier plein de preuves, elle n'a pas l'air surprise. J'attendais des gens comme vous, dit-elle en nous guidant vers un salon plus grand que la plupart des appartements. Je savais qu'Arnaud préparait un nouveau coup, mais je ne savais pas qu'il impliquait les femmes de ses employés. Elle nous sert du thé. Comme si nous parlions de la pluie et du beau temps, mais ses mains sont fermes. Et sa voix est froide comme l'hiver. Que attendez-vous de moi, demande-t-elle. Un partenariat, dis-je. Vous voulez le détruire légalement et financièrement. Je veux le détruire professionnellement et socialement. Nous pouvons nous entraider. Elle sourit, et pour la première fois, je comprends comment Arnaud a bâti son empire. Cette femme est redoutable. Que aviez-vous en tête? C'est alors que je lui parle du gala de charité. Chaque année, l'entreprise d'Arnaud sponsorise une levée de fonds pour la fondation de l'hôpital Necker pour les enfants malades. C'est un événement prestigieux. 500 invités, une vente aux enchères en direct, la couverture des médias nationaux. Arnaud prononce toujours un discours sur la responsabilité de l'entreprise et les valeurs de la communauté. L'événement de cette année a lieu dans 2 semaines. Que diriez-vous si je suggérais que le discours d'Arnaud soit interrompu par des preuves audio et vidéo très intéressantes? Le sourire d'Éléonore s'élargit. Vous me plaisez, Julien. Je crois que nous allons très bien travailler ensemble. Mais d'abord, je dois m'occuper de Céline directement. Je veux qu'elle comprenne que les règles du jeu ont changé, même si elle ne sait pas encore que c'est moi qui les change. L'occasion se présente 3 jours plus tard. Céline
se prépare pour une énième présentation. Cette fois, c'est dans un bistrot. Branché du 8e arrondissement où les cadres aiment prendre leur déjeuner. Liquide. Elle porte une nouvelle tenue, un cadeau d'Arnaud sans aucun doute, et a encore oublié ses sous-vêtements. Après son départ, je ramasse sa culotte en dentelle noire sur le sol de notre chambre et la glisse dans la poche de ma veste. Puis je passe quelques coups de fil. Michel a une amie nommée Inès, une ancienne mannequin devenue actrice devenue on ne sait quoi qui paie les factures. Elle est éblouissante, brillante et disponible pour ce que Michel appelle des projets d'ingénierie sociale. J'appelle aussi une agence de location de voitures de luxe. Si je dois gâcher la fête de Céline, autant le faire avec style. Le bistrot est exactement comme je l'imaginais. Cher, prétentieux, et rempli de gens qui pensent que leur compte en banque les rend supérieurs aux autres. J'entre, vêtu de mon plus beau costume, Inès à mon bras et les clés d'une Bentley de location dans la poche. Céline est assise à une table d'angle avec Arnaud, Valérie, et 2 autres femmes que je reconnais d'après les photos. Il rit de quelque chose, probablement aux dépens de quelqu'un d'autre. Il s'arrête net quand il me voit. Je marche droit vers leur table, Inès glissant à mes côtés comme si l'endroit lui appartenait. Tout le restaurant plonge dans le silence. C'est le genre d'endroit où tout le monde se mêle des affaires des autres. Céline, dis-je assez fort pour que les tables voisines entendent. Tu as oublié quelque chose à la maison. Je sors ses sous-vêtements de ma poche et les laisse tomber sur la table, juste à côté de sa salade. Le silence est assourdissant. Julien siffle Céline, son visage devenant blanc, puis rouge écarlate. Qu'est-ce que tu fais ici? Je déjeune avec mon amie. Inès, dis-je d'un ton détaché. Inès, je te présente ma femme, Céline. Céline. Voici Inès. Elle m'aide sur un nouveau projet. Inès tend la main avec un sourire qui pourrait faire fondre l'acier. Ravi de vous rencontrer, Céline. Julien m'a beaucoup parlé de vous. Arnaud commence à se lever, mais je pose ma main sur son épaule et le force à se rasseoir. Pas violemment, juste assez fermement pour faire passer le message. Arnaud, n'est-ce pas? J'ai beaucoup entendu parler de vos présentations. Céline dit qu'elles sont très pratiques. Je crois que vous devriez partir, dit Valérie en essayant de reprendre le contrôle de la situation. Oh, je m'en vais, dis-je. Mais d'abord, je voulais m'assurer que Céline ait tout ce dont elle a besoin pour ça. Réunion de ce soir. Vous savez à quel point elle devient étourdie quand elle est excitée par le travail. Je me penche et murmure à l'oreille de Céline, juste assez fort pour que les autres entendent. Au fait, chérie, j'ai déplacé nos investissements ce matin. Diversification, tu sais. On ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est à ce moment-là que je vois la panique dans ses yeux. Elle sait ce que cela signifie. Elle sait que je sais. Je me redresse et souris à la table. Bon, on devrait vous laisser reprendre votre déjeuner d'affaires. Viens, Inès. Je t'ai promis un tour en Bentley. Alors que nous éloignons, j'entends l'explosion de chuchotements derrière nous. Le téléphone de quelqu'un est déjà sorti, probablement en train de publier la scène sur les réseaux sociaux. Ce soir, la moitié du tout Paris saura que l'employé star d'Arnaud de Lussac s'est fait jeter sa culotte à la figure au milieu du bistrot. Le plus huppé de la ville. C'était soit brillant, soit complètement fou, dit Inès pendant que nous montons dans la Bentley.
Peut-être les deux, j'admets. Mais ce n'est que le premier coup de la partie. Cette nuit-là, Céline ne rentre pas, n'appelle pas, n'envoie pas de SMS, pas. Même un de ses mensonges habituels sur le fait de travailler tard. Pour la première fois depuis des mois, je dors paisiblement. Mais quand je me réveille, le lendemain matin, je trouve quelque chose qui change la donne. Il y a une enveloppe glissée sous la porte d'entrée avec mon nom écrit en lettres majuscules. À l'intérieur, une seule photographie, Michel et moi, assis au chaos, avec un mot écrit au dos. Arrête maintenant ou nous t'arrêterons. J'appelle Michel immédiatement. Quelqu'un nous surveillait, je lui dis. Tant mieux, répond-il. Ça veut dire qu'on les touche. Quand ils commencent à menacer, ça veut dire qu'ils ont peur. C'est quoi la prochaine étape? On monte en puissance. Il est temps de sortir l'artillerie lourde. C'est là que Michel me parle des autres. Les autres maris, les autres femmes, les autres personnes qui ont été piégées dans la toile d'Arnaud et Valérie au fil des ans. Des gens qui attendaient que quelqu'un fasse le premier pas, tu n'es pas seul. Là-dedans, Julien. Tu es juste le premier assez courageux pour contre-attaquer. À la fin de la semaine, j'ai une armée. L'entrepôt abandonné d'Aubervilliers où nous nous réunissons semble tout droit sorti d'un film de gangster, mais Michel insiste sur le fait que c'est le seul endroit où nous pouvons parler sans être sur écoute. Le bâtiment abritait autrefois une imprimerie avant que la révolution numérique ne coule l'entreprise. Maintenant, ce n'est qu'un grand espace vide et résonnant, parfait pour planifier le genre de vengeance qui exige la plus grande discrétion. Nous sommes 6 autour d'une table pliante, sous une seule ampoule nue. Moi, Michel, et 4 autres hommes dont les vies ont été brisées par le réseau de corruption et de manipulation d'Arnaud de Lussac. Il y a Paul Martin, dont la femme Sarah a été licenciée de l'entreprise après avoir refusé de participer à l'un des projets spéciaux d'Arnaud. Elle a fini par faire une dépression nerveuse et a passé 3 mois en clinique psychiatrique. Paul conduit un VTC 15 heures par jour pour payer les frais médicaux. À côté de lui est assis Thomas Leroy, un ancien comptable de l'entreprise qui a découvert le système de délit d'initié et a tenté de lancer l'alerte. Arnaud l'a mis sur liste noire dans tous les cabinets d'audit du pays. Thomas travaille comme caissier chez Carrefour depuis 2 ans, essayant de nourrir sa famille au SMIC. Le 3e homme est Georges Dupont. Sa fille Émilie était stagiaire dans l'entreprise l'été dernier. Elle avait 19 ans, brillante et ambitieuse. Arnaud s'est particulièrement intéressé à son évolution. Quand Georges a découvert le genre de mentorat que sa fille recevait, il est allé voir la police. Les charges ont été abandonnées faute de preuves, mais Émilie a quitté la fac et n'est plus la même depuis. Le 4e est Antoine Beaumont, le mari de Valérie. Le conseiller municipal qui se présente à la mairie. L'homme qui n'a aucune idée que sa femme est le véritable pouvoir de l'ombre derrière Arnaud. Je me doutais que Valérie avait une liaison depuis des mois, nous dit Antoine. D'une voix creuse. Je ne savais juste pas que ça faisait partie de tout un système, d'un modèle économique. Michel étale des photos et des documents sur la table. Il ne s'agit pas seulement de conjoints infidèles. Nous sommes face à une entreprise criminelle qui opère depuis des années. Harcèlement professionnel, délit d'initié, chantage, subornation de témoins. Ces gens ont détruit des vies. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demande Paul. Nous avons tous essayé la voie légale. Nous avons tous essayé de jouer selon les règles.
Ça ne marche pas quand l'autre. Quand possède l'arbitre. On arrête de jouer selon leurs règles, je dis. On crée notre propre jeu. C'est là que je détaille le plan que Michel et moi avons peaufiné. Il est complexe, à plusieurs niveaux, et conçu pour frapper Arnaud et son réseau sous tous les angles simultanément. Phase 1, la guerre de l'information. Nous faisons fuiter des preuves ciblées à des journalistes financiers, à l'AMF, et aux concurrents d'Arnaud. Rien qui ne puisse remonter jusqu'à nous, mais suffisant pour que des questions gênantes commencent à se poser. Phase 2, la destruction sociale. Nous orchestrons une série d'humiliations publiques conçues pour détruire leur réputation et leur crédibilité. Le gala de charité n'est que le début. Phase 3, la dévastation financière. Nous retournons leur propre cupidité contre eux, en utilisant des informations privilégiées pour déclencher des enquêtes et faire plonger les actions. Phase 4, le règlement de comptes personnels. Nous nous assurons que chacun d'eux fasse face aux conséquences de ce qu'ils ont fait à nos familles. Ce n'est pas légal, souligne Thomas. Ce qu'ils nous ont fait ne l'était pas non plus, rétorque Georges. Antoine hoche lentement la tête. J'en suis. Mais je veux que la carrière politique de Valérie soit détruite aussi. Elle s'est servie de ma campagne comme couverture pour ses activités. Quand je serais devenue maire, elle avait prévu de tirer toutes les ficelles dans l'ombre. Ce ne sera pas un problème, dit Michel. En fait, ça fait partie du plan. Nous passons les 3 heures suivantes à régler les détails, les rôles de chacun et le timing. Tout le monde a un rôle à jouer, et tout le monde a beaucoup à perdre. Paul s'occupera de la surveillance et de la documentation. Son VTC lui offre la couverture parfaite pour suivre les cibles à travers la capitale. Thomas gérera la guerre financière, utilisant son expertise comptable pour identifier les failles de leurs opérations. Georges coordonnera avec ses contacts dans la police. Tous les flics ne sont pas pourris, et certains se souviennent de lui avant qu'Arnaud ne détruise sa réputation. Antoine fournira des informations internes sur les contrats municipaux et les réseaux politiques. Michel s'occupera des aspects techniques, matériel d'écoute, communication sécurisé, et ce qu'il appelle l'action directe. Et moi, je suis le visage public de l'opération. Le mari en colère qui n'a pas peur de faire un scandale. Souvenez-vous, nous dit Michel alors que nous nous apprêtons à partir, nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes des citoyens qui cherchent la justice. Par des moyens non conventionnels. Tout ce que nous faisons doit être justifiable, même si ce n'est pas techniquement légal. La première phase commence immédiatement. Thomas utilise ses anciens codes d'accès à l'entreprise, qu'Arnaud n'a jamais pris la peine de révoquer, pour télécharger des registres financiers et des données commerciales. L'information atterrit chez 3 journalistes économiques différents et 2 enquêteurs de l'AMF, le tout via des canaux anonymes mis en place par les hackers amis de Michel. Paul commence à filer Arnaud, Valérie et Céline, documentant leurs moindres faits et gestes. En une semaine, nous avons une carte complète de leur activité, y compris plusieurs réunions secrètes avec des fonctionnaires de la ville dont Antoine ignorait tout. Georges contacte ses amis dans la police, partageant juste assez d'informations pour piquer leur curiosité sans révéler notre implication. Et Antoine commence à poser des questions incisives lors des conseils municipaux sur les contrats publics et les abattements fiscaux accordés à l'entreprise. La pression commence à se faire sentir presque immédiatement.
Arnaud engage une société de sécurité privée pour le protéger et évaluer la menace. Valérie commence à modifier ses routines et cherche d'éventuelles filatures. Céline devient paranoïaque, regardant constamment par-dessus son épaule. Mais ils commettent une erreur fatale. Ils supposent que la menace vient de l'extérieur de leur cercle. Ils ne soupçonnent pas une seconde que l'un des leurs nous fournit des informations. C'est à ce moment-là que les choses deviennent dangereuses. Je sors du chaos après une réunion de préparation quand 2 hommes en costume hors de prix m'accostent sur le parking. Ce ne sont pas des flics. Les flics ne portent pas des chaussures à 1000 €, mais ils ont cette assurance de ceux qui savent qu'ils peuvent faire du mal sans en subir les conséquences. Monsieur, dit le plus grand. Nous devons avoir une petite conversation. Je ne crois pas qu'on ait quoi que ce soit à se dire, je réponds, tout en calculant mentalement la distance vers ma voiture, le bar, et la rue. Oh, je crois que si. Vous voyez, vous causez des problèmes à des gens très importants. Des gens qui n'aiment pas les problèmes. Le plus petit fait un pas en avant. Il est peut-être temps de vous concentrer sur votre propre vie au lieu de vous mêler des affaires des autres. C'est là que Michel surgit derrière eux avec une batte de baseball. Messieurs, dit-il d'un ton conversationnel, vous êtes sur une propriété privée. Je vous suggère de partir avant que j'appelle la police. Ça ne te regarde pas, le vieux, crache le grand. Michel sourit. En fait, si. Julien ici présent est mon ami, et cet endroit est à moi. Donc ça me regarde complètement. Le petit plonge la main dans sa veste, mais Michel est plus rapide. La batte de baseball percute son poignet avec un bruit sec de branches brisées. L'homme hurle de douleur et tombe à genoux. Maintenant, dit Michel au grand, soit tu aides ton pote à aller aux urgences, soit tu vas découvrir ce qui se passe quand j'arrête d'être poli. Ils s'en vont, mais pas avant que le grand ne me jette un regard qui promet que ce n'est pas fini. Ils deviennent désespérés, observe Michel en les regardant s'éloigner. C'est une bonne chose. Les gens désespérés font des erreurs. L'erreur suivante survient 2 jours plus tard, quand Arnaud essaie de me faire arrêter. Je suis chez moi, sur mon ordinateur, quand 3 voitures de police se garent dans mon allée. L'inspecteur en charge est un homme que je ne reconnais pas, mais il a la gueule d'un flic qu'on a payé pour regarder dans une certaine direction. Julien, vous êtes en état d'arrestation pour harcèlement aggravé et menace de mort. Quelle menace, je demande pendant qu'il me menotte. Contre Arnaud de Lussac et ses associés. Vous les avez suivis, menacés, et avez perturbé leurs activités professionnelles. Cette arrestation est un coup monté ? Évidemment. Arnaud a tiré des ficelles pour m'inculper sur la base de fausses preuves et de faux témoignages. Mais il a commis 2 erreurs fatales. D'abord, il a sous-estimé les relations de Michel au sein de la PJ. En moins d'1 heure, les contacts de Georges identifient l'inspecteur comme un flic criblé de dettes de jeu et connu pour accepter des enveloppes. Ensuite, il nous a donné exactement l'ouverture dont nous avions besoin pour la phase 2. Pendant que je suis en cellule de garde à vue, Michel et les autres déclenchent ce qu'ils appellent l'option nucléaire. Chaque élément de preuve que nous avons amassé. Registre financier, photos de surveillance, enregistrement audio, témoignages. Est envoyé simultanément aux médias, à l'AMF, à la brigade financière et au procureur de la République. Mais surtout, tout est publié en ligne, accessible à tous,
avec un message simple, voici ce qui arrive quand vous essayez de faire taire la vérité. Au moment où je suis relâché, 6 heures plus tard, le monde d'Arnaud de Lussac est en train de s'effondrer. L'action de l'entreprise s'est écroulée, perdant 60% de sa valeur en une seule journée. L'AMF a annoncé l'ouverture d'une enquête officielle. 3 membres du conseil d'administration ont exigé la démission immédiate d'Arnaud, et l'histoire fait la une de toutes les chaînes d'infos en continu. Mais les vrais dégâts sont personnels. Éléonore de Lussac donne une conférence de presse sur les marches du palais de justice où elle a déposé sa demande de divorce. Elle est élégante, digne, et absolument impitoyable alors qu'elle détaille 30 ans d'infidélité, de détournement de fonds et de comportement criminel de son mari. Je suis restée silencieuse trop longtemps, déclare-t-elle face aux caméras. Mais quand j'ai appris que mon mari utilisait sa position pour exploiter d'autres femmes, y compris les épouses de ses collaborateurs, j'ai su que je devais parler. La carrière politique de Valérie meurt l'espace d'un cycle d'informations qu'en fuite des enregistrements d'elle et Arnaud détaillant comment utiliser la campagne d'Antoine pour étendre leur influence sur les marchés publics de la ville. Antoine organise sa propre conférence de presse, annonçant son retrait de la course à la mairie et son intention de divorcer de Valérie. Il est dévasté, mais digne, et l'opinion publique le perçoit comme une victime de plus plutôt que comme un complice. Et Céline disparaît. En rentrant de ma garde à vue, je trouve une maison vide. Elle a pris ses vêtements, ses bijoux et la moitié de nos meubles. Il y a un mot sur le plan de travail de la cuisine, tu as tout détruit. J'espère que tu es content. Je le suis. Pour la première fois depuis des années, je suis sincèrement heureux. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Arnaud et Valérie ont encore des ressources. Ils ont encore des alliés, et ils ne tomberont pas sans se battre. Les charges contre moi n'ont pas été totalement levées, et ils utilisent toutes les failles juridiques possibles pour discréditer nos preuves et faire taire nos témoins. C'est à ce moment-là que Michel me parle de la phase finale de notre plan. Tu veux en finir une bonne fois pour toutes, demande-t-il. Alors il faut qu'ils se détruisent eux-mêmes, en public. Et je sais exactement comment faire. Le gala de charité a lieu 3 jours plus tard. 500 des personnes les plus puissantes de Paris seront réunies au même endroit, s'attendant à entendre Arnaud prononcer son discours annuel sur la responsabilité sociale. À la place, ils vont assister au spectacle de leur vie. La salle de réception du Grand Hôtel est exactement ce qu'on attend d'un événement caritatif conçu pour donner bonne conscience aux ultra-riches. Lustre en cristal, nappes immaculées, serveurs en papillons portant des plateaux de champagne, et 500 invités qui possèdent collectivement la moitié du PIB de la capitale. Je suis assis à une table près du fond, portant un smoking loué pour l'occasion, regardant Arnaud arpenter la salle comme le prédateur qu'il est. Il est charmant, sûr de lui, et totalement ignorant que son monde est sur le point de s'achever devant tous ceux qui comptent. Michel est quelque part dans le bâtiment avec Paul et Thomas. Georges est dehors dans un camion régi avec 3 journalistes d'investigation qui sont sur le point de décrocher le scoop de leur carrière. Antoine est à la table d'honneur, jouant son rôle de mari trahi essayant de sauver son honneur politique. Éléonore de Lussac est également à la table d'honneur, jouant le rôle de l'épouse bafouée qui assiste gracieusement à une dernière fonction officielle avant la finalisation de son divorce. Elle porte des diamants et un sourire qui
pourrait rayer le verre. Valérie brille par son absence. Selon Antoine, elle est en mode gestion de crise depuis que l'affaire a éclaté, essayant de sauver ceux qu'il reste de sa carrière. Mais son absence ce soir fait en réalité partie du plan. La soirée se déroule normalement pendant le dîner et la vente aux enchères. Arnaud livre sa performance habituelle, humble, captivant, parlant de l'engagement de son entreprise envers la communauté et de l'importance de redonner à la société. Si on ne le connaissait pas, on le prendrait pour un pilier de la République plutôt que pour un escroc qui utilise son pouvoir pour exploiter des femmes et truquer les marchés financiers. Mais je le connais, nous le connaissons tous. Le moment fatidique arrive lorsqu'Arnaud monte sur scène pour son discours principal. Il est détendu, confiant, savourant les applaudissements de gens qui le croient encore respectable. Mesdames et messieurs, commence-t-il. Merci de vous joindre à nous ce soir pour soutenir la fondation de l'hôpital Necker. Votre générosité fait une réelle différence dans la vie des familles de notre pays. C'est là que Michel coupe la lumière. Pendant exactement 3 secondes, l'immense salle est plongée dans le noir absolu. Juste le temps pour Michel de pirater le système audiovisuel de l'hôtel et de remplacer la présentation d'Arnaud par la nôtre. Quand la lumière revient, l'écran géant derrière Arnaud affiche une présentation d'un tout autre genre. Des photos d'Arnaud avec plusieurs femmes dans des positions compromettantes. Des enregistrements audio de lui discutant de manipulation boursière et de délit d'initié. Une vidéo de lui dans la villa de Valérie. Il n'y était clairement pas pour des raisons professionnelles. Mais le clou du spectacle, c'est l'enregistrement d'Arnaud et Valérie en train de discuter de la gestion de leur employé à problème, détaillant précisément comment ils comptaient me piéger pour des crimes que je n'avais pas commis et détruire la vie de quiconque menacerait leur empire. La salle explose. Arnaud se retourne et voit ses propres crimes diffusés en haute définition derrière lui. Il essaie de parler, mais son micro a été coupé. Il essaie de fuir la scène, mais les contacts de Georges sont déjà là, avec caméra et micro. Monsieur de Lussac, pouvez-vous commenter l'enquête de l'AMF? Est-il vrai que vous avez manipulé le cours de vos actions? Quelle est votre réponse aux accusations de chantage et de harcèlement? Mais Arnaud ne regarde pas les journalistes. Il me regarde, moi. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, je vois une véritable terreur dans ses yeux. C'est alors qu'Éléonore se lève de la table d'honneur. Mesdames et messieurs, dit-elle, sa voix résonnant clairement par-dessus le chaos, ayant pris soin de garder un micro fonctionnel. Je m'excuse pour cette interruption, mais je crois qu'il est important que tout le monde connaisse la vérité sur l'homme que vous honorez ce soir. Elle s'avance calmement vers le centre, et d'une manière ou d'une autre, sa présence impose un silence total dans la salle. Mon mari, Arnaud de Lussac, est un criminel, lâche-t-elle simplement. Il a utilisé ça position pour exploiter des femmes à des fins personnelles, truquer les marchés financiers et briser la vie de quiconque menaçait son pouvoir. Les preuves que vous voyez ce soir ne sont qu'une fraction de ce que j'ai découvert durant notre mariage. Elle marque une pause, fixant Arnaud qui est pétrifié sur scène comme un cerf pris dans les phares. Je suis restée silencieuse pendant 30 ans. Parce que j'avais peur. Peur de ce qu'il pourrait me faire, peur de perdre tout ce que j'avais bâti. Peur de me retrouver seule. Mais je n'ai plus peur. Et aucun d'entre vous ne devrait l'être. La salle retient son souffle, suspendu à ses lèvres.
Arnaud de Lussac n'est pas un bienfaiteur de l'humanité. C'est un prédateur qui s'est caché derrière des galas de charité et un vernis de respectabilité bourgeoise tout en détruisant des vies. Et cela s'arrête ce soir. C'est à ce moment-là que les officiers de la brigade financière que Michel avait contacté entrent dans la salle. Ils ne font pas de scandale. Ils n'en ont pas besoin. Ils marchent simplement vers Arnaud et lui passent les menottes en silence pour fraude boursière, association de malfaiteurs et abus de biens sociaux. Les charges que nous ne pouvions pas prouver individuellement ont été regroupées dans un dossier pénal en béton armé auquel il ne pourra pas échapper à coups de billets ou d'intimidation. Alors qu'on l'emmène menotter. Arnaud me regarde une dernière fois. Mais au lieu de la peur ou de la colère, je vois quelque chose d'inattendu dans son regard, du respect. Comme s'il réalisait enfin qu'il avait sous-estimé la mauvaise personne. Les retombées sont rapides et brutales. Valérie est arrêtée chez elle 2 heures plus tard. Les preuves de son implication dans la conspiration sont accablantes et, contrairement à Arnaud, elle n'a pas les fonds nécessaires pour s'offrir des années de bataille juridique. Céline refait surface 3 jours plus tard, essayant de négocier une immunité en échange de son témoignage contre Arnaud et Valérie. Elle a enfin compris que leur loyauté envers elle n'a jamais été réciproque. Elle n'était qu'un pion de plus dans leur système. L'entreprise s'effondre en une semaine. Le conseil d'administration licencie toute personne liée au cercle restreint d'Arnaud, mais il est trop tard. Les actions ne valent plus rien. La justice gèle tous les comptes, et la liquidation judiciaire est inévitable. Mais voici la beauté de la chose, j'avais prévu le coup. Vous souvenez quand j'ai dit à Céline, au bistrot, que j'avais déplacé nos investissements? Ce n'était pas juste une menace, c'était la stricte vérité. Il y a 3 mois, quand j'ai découvert sa liaison pour la première fois, j'ai discrètement liquidé l'intégralité de notre portefeuille boursier et tout réinvesti dans les entreprises concurrentes d'Arnaud. Pendant que sa boîte coulait à pic, je faisais fortune. Le bilan final, Arnaud prend 7 ans de prison ferme. Valérie écope de 4 ans et est radiée du barreau. Céline s'en tire avec du sursis en échange de sa coopération, mais sa carrière dans la French Tech est enterrée à tout jamais. Antoine remporte les élections municipales avec une victoire écrasante, ayant fait campagne sur la transparence et l'éthique publique. Paul peut enfin offrir à sa femme les soins psychiatriques dont elle a besoin, et il a monté sa propre boîte de conseil en sécurité. Thomas a été embauché comme auditeur financier au sein même de la PJ. La fille de Georges, Émilie, s'est inscrite dans une autre université et commence lentement à se reconstruire. Quant à moi, je me retrouve actionnaire majoritaire dans 3 boîtes tech différentes, dont celle qui a racheté les actifs d'Arnaud après la liquidation. Mais la vraie victoire n'est pas financière. 6 mois après le gala, je suis assis au bar de Michel, lisant un article sur le procès d'Arnaud. Il a l'air vieux et brisé sur les photos du tribunal, loin du prédateur arrogant qui roulait en Bentley. Des regrets, demande Michel en me servant un whisky. J'y réfléchis un instant. Est-ce que je regrette d'avoir détruit mon mariage? Est-ce que je regrette d'avoir ruiné plusieurs vies? Est-ce que je regrette d'être devenu le genre d'homme qui orchestre des complots de vengeance aussi machiavéliques? Non, je finis par répondre. Ils ont fait leur choix. Je me suis juste assuré qu'il y ait des conséquences. Michel hoche la tête. Tu sais
Quand tu as passé la porte la première fois, je pensais que tu étais juste un énième mari cocu qui voulait coincer sa femme. Je ne m'attendais pas à ce que tu mettes le feu à la moitié du grand patronat parisien. Je n'ai rien brûlé, je le corrige. J'ai juste craqué une allumette et je les ai regardés s'immoler eux-mêmes. C'est la stricte vérité, et c'est ce qui me permet de dormir sur mes deux oreilles. Tout ce qui est arrivé à Arnaud, Valérie et Céline est là. Conséquence directe de leurs propres actes. Je ne les ai pas piégés, je n'ai pas fabriqué de fausses preuves, et je n'ai détruit aucun innocent. Je me suis juste assuré que leur crime ait un prix. La maison me fait un effet différent. Depuis que Céline est partie. Plus grande, plus propre, d'une certaine façon. J'ai refait la déco, jeté tout ce qui me rappelait elle, et transformé son bureau en bibliothèque. Je travaille toujours à domicile, mais aujourd'hui je gère un portefeuille à 8 chiffres au lieu de jouer à ce qu'elle appelait mon passe-temps. J'ai engagé Éléonore de Lussac comme conseillère financière. Il s'avère qu'elle a un sens des affaires redoutable, une fois libérée de l'ombre d'Arnaud. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais divorcé d'eux. Céline en silence, prit la moitié de nos biens et tournait la page. Serais-je plus heureux? Serais-je un homme meilleur? Mais ensuite je repense à la femme de Paul à l'hôpital, à Thomas derrière sa caisse enregistreuse, à la fille de Georges quittant la fac, et à toutes ces autres vies qu'Arnaud et Valérie ont broyées au fil des ans. Quelqu'un devait les arrêter. Quelqu'un devait s'assurer qu'il y aurait un retour de bâton. Il se trouve que c'était moi. Je lève mon verre vers le bar vide et je porte un toast à l'homme que j'étais. Le naïf qui pensait que l'amour et la confiance suffisaient, qui croyait qu'il fallait jouer selon les règles, qui n'aurait jamais imaginé être capable d'une vengeance aussi froide et calculée. Cet homme-là a disparu. À sa place, il y a quelqu'un de plus dur, de plus intelligent, et d'infiniment plus dangereux. Quelqu'un qui a compris que parfois, la seule façon d'obtenir justice, c'est de devenir le grand méchant de l'histoire de quelqu'un d'autre. Et vous savez quoi? Ce rôle me va bien mieux que tous les masques qu'ils ont pu porter.